On est à mi-chemin, les amis. J'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le vendredi 1er août. Il reste un mois de mercato. Alors, du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire une petite vidéo tranquille pour lancer le week-end peinard. Et vous voyez 5 clubs ici, 5 écussons, pas forcément contractuels, mais dont le mercato m'intéresse et dont on n'a pas parlé beaucoup pour l'instant. Donc, je ne sais pas si leur mercato va véritablement être suivi des faits, s'ils vont faire de grosses saisons ou quoi, on est juste le 1er août. Mais c'est 5 mercato où il y a un petit peu d'idées et je suis intrigué. On fera un second épisode, on fera peut-être même un troisième épisode. Promis, on va parler de beaucoup d'autres clubs. Mais d'abord, j'avais envie de faire un petit point sur ces 5-là. Donc installez-vous bien, on a bombardé quelques vidéos récemment, Liverpool, Paris Saint-Germain, Latéral d'or, le Gant d'or, le cas Isaac. On n'a pas parlé de beaucoup de choses et de gros clubs, mais faisons un petit deep dive dans quelques histoires intéressantes de cet été, comme par exemple, premier club, Sunderland. Sunderland, vainqueur des playoffs de Championship, de retour en Première Ligue, Sunderland till I die, ils sont de retour, et on n'est que le 1er août, c'est déjà le 3e plus gros mercato de l'histoire pour un club promu. Pour un club promu, Transfermarkt précise, en Première Ligue, mais je pense qu'on peut dire pour un club promu tout court de l'histoire du foot. 1er août, Sunderland a déjà dépensé 131 millions. Et alors, ce classement, je ne sais pas s'il est particulièrement élogieux. Ipswich et Southampton 2024-2025 sont deux équipes qui sont dans le top 5 et on sait ce que ça a donné la saison dernière. Ça suffira peut-être pas pour Sunderland. Mais dans ces 131 millions, il y a quelques noms vraiment kiffants. Ils sont allés piocher en Belgique avec par exemple Noah Sadiki, top milieu central de 20 ans de l'Union Saint-Gilloise. Et bien sûr, notre ami Shemsdine Talbi. On a beaucoup parlé avec le parcours de Champions League de Bruges la saison dernière. 20 millions pour Talbi, qui a des chiffres avancés géniaux, qui est un top prospect. Il sera donc à Sunderland saison prochaine. Qui est-ce qu'ils ont fait aussi Habib Diarra de Strasbourg pour 32 millions. Gros coup. Beaucoup de petits jeunes. 21, 23, Simon Adingra, ils ont confirmé définitivement le transfert d'Enzo Lefebvre aussi en provenance de la Roma. Beaucoup de jeunes de 20, 21, 23 ans, entre 17 et 30 millions d'euros. Et aussi quelques briscards. Granit Xhaka qui est arrivé, 20 millions pour lui. Gros mercato. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Margouillou, en prêt depuis Chelsea. On verra ce que ça donne. Mais ouais, intéressant Sunderland, le club de Kirill Louis-Dreyfus, 27 ans, qui est arrivé en 2020, le club des Frenchies, parce que le directeur du foot, Florent Gisolfi, qui est arrivé depuis la Roma cet été, le 2 juillet, le coach, Régis Lebris, il est ici, et ils ont véritablement fait un effectif de francophones. C'est peut-être... Bon, on va pas tenter de comparaison avec l'Arsenal du début des années 2000, mais ouais, on a parlé de qu'est-ce qu'ils ont pris. Des joueurs en Belgique, de la RDC, du Maroc, Enzo Lefebvre, Simon Adingra, l'Ivoirien. Ça a beaucoup parlé français dans cet effectif parce qu'il y avait déjà Wilson Isidore, Eliezer Mayenda qui a la double nationalité française, qui fait une grosse saison l'année dernière en Championship, belle saison, genre une quinzaine de contributions décisives, c'est véritablement révélé. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Abdoullah Ba, franco-mauritanien, un petit peu plus haut, Pierre Ekwa, qui arrive revenu d'un prêt de la SSE, je ne sais pas s'il jouera cette saison. Timothée Pembele, il y a un effectif un peu funky, mais ouais, beaucoup de joueurs francophones. Et après, quelques joueurs talentueux dans l'absolu. Où est-ce qu'il est, notre ami Chris Rigg, ici, 18 ans, qui est un des top prospects de Championship saison dernière, qu'on va découvrir en Première Ligue. Tout ça, c'est vrai que ça a été financé un peu par la vente de Job Bellingham, au moins en partie, qui était leur meilleur joueur de la saison dernière, et qui s'en va, donc ça c'est dommage. Et l'année dernière, il ne faut pas oublier que les 3 clubs qui sont montés, Leicester, Ipswich, Southampton, sont descendus avec un total de points, si tu cumules les 3, qui n'était même pas suffisant, ça n'aurait même pas été suffisant si tu cumulais les 3 clubs pour aller chercher le top 8. C'est dur de monter de Championship à la Première Ligue, le fossé est devenu de plus en plus creusé,
Et Sunderland part de loin parce que c'était même pas la meilleure équipe de Championship la saison dernière. 76 points, ils ont terminé sur 5 défaites consécutives. 76 points, c'est 24 de moins que les deux autres promus, Leeds et Burnley, qui ont été promus directement. Donc, faut pas trop s'enflammer. Mais voilà, Sunderland, quoi, ça fait kiffer. Ils sont de retour. Le derby avec Newcastle. Beaucoup de raisons d'être, je sais pas, optimiste, mais au moins curieux, vu le gros mercato qu'ils sont en train de déballer. Ok, deuxième club, et pour le coup, on reste en première ligue, et après on repartira, c'est Everton, parce que depuis quelques temps, Everton, c'est un peu un club de boomers. Ils sont pas très bons. Ils étaient à rien de redescendre en 2022-2023. Je pense que c'est la saison du but, dernière journée d'Abdoulaye Doucouré. Mais quoi, ça fait un moment, ça fait 6 saisons consécutives qui font pas mieux que la 10e place, qui sont un club de seconde partie de tableau, mais sans descendre non plus. On sait qu'Everton ne descend jamais. Donc ouais, c'est terriblement boring, quoi. C'est loin le temps du Everton qui était proche des places de Champions League. Encore si on remonte encore plus que ça, l'Everton de Wayne Rooney, de Mikel Arteta, mais qui était le club qui était juste à la lisière du Big Four de l'époque. Bon, Everton, ça fait longtemps qu'ils sont plus ce club-là. Ils avaient la 3e moyenne d'âge de Première Ligue la saison dernière, 28 ans. Fulham, West Ham au-dessus était à 28.1, donc on peut dire Everton était quasiment le club le plus âgé de PL. Et certes, nos amis Idrissa Gueye, Seamus Coleman qui a re-signé encore un an, le capitaine immortel, il aura 37 ans sur cette saison d'Everton. Ils sont des légendes, ils sont encore là. Pickford est encore là, Pickford. Mais Everton, il y a un petit peu un truc de bon, qui s'en fout. C'est pas vraiment une équipe qui nous fait particulièrement vibrer. Mais là, discrètement, ils font des petits moves sympas. Alors déjà, mon pote Tierno Barry, qui team Ice mon chat, et qui a fait une très très belle saison à Villarreal, bonne saison à Villarreal, je crois 11 buts, 4 passes, un truc comme ça, une seule saison donc en Espagne, et il repart déjà pour 30 millions, Everton l'a pris, tellement un profil Première Ligue. Tierno Barry, j'espère qu'il va exploser. Et, 1m95, rapide, la profondeur, la qualité du jeu de tête, top petit avant-centre, bon prospect en tout cas, et on verra ce qu'Everton a réussi à en faire. Et je sais pas, un gars comme par exemple le petit Adam Aznou, qu'ils ont pris 9 millions depuis le Bayern. Je sais pas si le Bayern a une clause de rachat peut-être, mais ça fait longtemps qu'on en parle. On a envie de voir un petit peu des minutes pour Aznou, le Marocain espagnol de 19 ans. Qu'est-ce que ça peut donner? Et ben là, à Everton, il arrive, et peut-être un petit peu de temps de jeu. Ils ont pris aussi le meilleur tennisman de sa génération, tout juste auréolé de son titre à Roland-Garros, Carlos Alcaraz, 22 ans, de Flamengo pour 15 millions. Et Carlos Alcaraz, apparemment, c'est un vrai pitbull. Dur de le prendre à revers. Il est terriblement mordant. Et ouais, gros milieu de terrain, apparemment, au Brésil. S'ils font tout ça, qu'ils gardent Braithwaite, et qu'en plus, quand je vois les rumeurs de, je sais pas, Tyler Dibling, par exemple, de Southampton, qui était un des rookies de la saison, qui a fait une belle saison à Southampton, qui a surnagé dans ce Southampton. Southampton est descendu. Lui, sans doute, va retrouver la Première Ligue. S'ils font Dibling, on parle de genre 40 millions de livres. Et il y a par exemple la rumeur Grealish, il y a la rumeur Malik Fofana, qui était très très avancée. Take Kubo aussi. Enfin, Everton change un petit peu, petit virage. Hassan Diao, je sais pas si ça se fera ça. Bilal El Khanous. Mais on voit les noms sur lesquels ils sont. Il y a un changement de direction, il y a un pivot, il y a une cure de jouvence, et il y a pas mal de coups malins pour cet Everton-là. Donc on verra ce que Moyes réussit à en faire. Et si à la fin tu me dis, bon, Sunderland, en vrai, Sunderland et Everton, les deux sont descendus un an plus tard, Simer Willou, je te dirais, ouais, je peux tout à fait l'entendre. La Première Ligue est méga compétitive, elle va être hardcore en 2025-2026, et on est qu'au 1er août. Ces mercatos, ils sont pas encore finis. Mais Everton semble avoir de l'ambition et faire un petit pivot stratégique. Cette nouvelle saison, avec leur nouveau stade, qui est magnifique, splendide, première journée de Première Ligue. Enfin, je ne sais pas s'ils jouent à la maison la première journée, mais ils vont jouer dès les matchs de cette saison à domicile dans leur nouveau stade. Le début du nouvel ère sur les docks, il est assez incroyable en vrai, il tue de ouf. Hill Dickinson, ou le New Everton Stadium. Peut-être le début d'un nouveau chapitre pour ce club qui, un moment, était pas trop loin d'intégrer le Big Four. Et bon, derrière, ça n'a plus été le cas. Mais peut-être qu'on peut avoir, en plus c'est ouf, je me souviens de ces images de synthèse, là, il y a quelques années, peut-être on l'avait mis dans notre vidéo, comment construire un stade et tout, il y a un moment. Maintenant il est là, maintenant il est livré, et le nouveau stade d'Everton peut être une nouvelle histoire. Et en tout cas, j'aime bien les premiers signes qu'on voit de leur mercato.
Si on parle de clubs qui étaient début des années 2000, me faisaient un petit peu vibrer, et ben le troisième club de cette vidéo, la Roma. La Roma a superbement fini la saison dernière sous Ranieri. C'était un début de saison catastrophique. Daniele De Rossi, Ivan Juric se sont succédés sur le banc de cette équipe. Ranieri les a pris, il les a fait remonter de la 15e à la 5e place. Ils ont failli accrocher la Champions. Malheureusement, la 5e place n'était pas qualificative en Italie pour la Champions cette saison. Ranieri reste dans le staff. Gisolfi, non. Gisolfi, donc, comme on a dit, il est parti à Sunderland. Mais ils ont pris Gasperini. Ranieri devient, je pense, le directeur sportif ou directeur du foot, ou plutôt il monte dans la hiérarchie, manager les opérations générales de la Roma, un truc comme ça. Et Gasperini quitte l'Atalanta et devient coach de la Roma. Donc juste la Roma de Gasperini, juste ça m'emballe bien. En plus, dans le sens des arrivées, ils ont fait par exemple Wesley, dont on avait parlé il y a quelques mois quand on faisait cette vidéo sur le rapport du CUS, sur les U23 les plus prêts à aller dans un championnat Big Five. Ils avaient mis par exemple Flamingo, Malik Tillman, Soudakov, Alvaro Carreras, Ousmane Diomandé, Samu, Yorel Hato, Johan Bakayoko, Esteban Willian. Beaucoup de noms qui vont marquer ce mercato. Et donc Wesley était ici, top petit latéral droit de Flamengo. Il arrive et je ne sais pas s'il va prendre la place de Devine Range, si c'est un peu la fin de Range qu'ils ont pris il n'y a pas longtemps. Mais Wesley, Neil El Einaoui, bien sûr, de Lens, qu'ils ont payé 25, et Evan Ferguson, waouh, à un moment, côté, on en parlait comme étant peut-être le futur gros attaquant de Première Ligue, il était à 65 millions à l'âge de 18 ans à Brighton, derrière, a jamais vraiment réussi à s'imposer. Qu'est-ce que ça peut donner en Serie A? La Serie A a relancé pas mal de gros attaquants récemment, et même des profils un peu type Evan Ferguson. Donc ça m'intéresse beaucoup. Ils ont toujours Miles Villard dans les buts, qui était quasiment le meilleur gardien de Serie A la saison dernière sur sa ligne, qui a fait une très très grosse saison. On en parlait, Miles Villard. Ils ont toujours Evan Ndika qui a fait 51 matchs complets. Angelino s'est relancé, 51 matchs aussi. Manu Kone s'est relancé, il est revenu, je pense, à 40 millions. Sa valeur marchande était à 20-25 à un moment. Beaucoup de gars se sont relancés à la Roma. Et en vrai, la Roma, il est temps d'enchaîner. La Roma n'a pas joué la Champions depuis 2019. 2018, bien sûr, c'était la Romatada contre le Barça, la demi-finale contre Liverpool. C'était pas loin de les remonter aussi. Mais ouais, pour moi, la Roma, c'est la Roma du début des années 2000, c'est la Roma de 2001, 2002, 2003. C'est tous ces matchs contre le Real que je regardais à l'époque. C'est Totti, c'est Cassano, c'est Batistuta, c'est Montella, c'est Pep Guardiola qui a joué sur la fin de carrière, Olivier Dacour, Emerson, quel joueur, quel milieu central, tellement complet que je kiffais Cafu bien sûr, mais Emerson, moi je prenais la Roma sur PES2, PES3, magnifique maillot, le maillot Mazda, le logo qui je trouve est encore aujourd'hui un des plus beaux logos qui existent dans le monde du foot. J'aimerais voir la Roma plus haut, j'aimerais voir la Roma de mon enfance un peu. Et Evan Ferguson a dit, quand je suis arrivé, j'ai entendu parler, genre quoi, dans le couloir comme ça, et il a tendu l'oreille, j'ai entendu parler de la Ligue des Champions comme un objectif. Retrouver la Champions. Et ouais, c'est là où la Roma doit être. Après, il y a pas mal de clubs en Serie A qui doivent être en Champions. Mais Gasperini et la Roma, est-ce que ce mariage peut fonctionner? Et leur mercato, ils ont l'air d'actionner quelques dossiers intéressants. Déjà, juste par exemple, Evan Ferguson avec des minutes de titulaire. Quid de Dovbyk? Associer les deux, ou est-ce que Dovbyk va partir? Ça m'intéresse beaucoup et je suis au 1er août curieux de la Roma. On monte, il reste 2 clubs. Et d'abord, l'Olympique de Marseille. Ouais, l'OM, l'an 2 de Roberto De Zerbi. Généralement, en 2 d'un top coach, c'est à suivre absolument. C'est là que ça se décante. C'est là qu'on voit la confirmation des principes de jeu. Et en plus, c'est une année de Champions. Dans cette liste-là, Marseille retrouve sa place. Sera un des 3 ou 4 clubs français. Ouais, ça donne envie. Et leur mercato, dans le sens des arrivées, il a pris un peu de temps. Mais là, il est en train de donner quelque chose enfin. Joël Ordóñez, commençons par lui, que j'ai envoyé à Arsenal dans mon mercato idéal comme backup, défenseur central droit, etc. Génial prise. Franchement, quand tu pioches dans les championnats belges et néerlandais comme Joël Ordóñez, Igor Paixão aussi, que j'avais mis dans ma draft Champions League qu'on avait fait avec Stan en début de saison dernière, fait top saison, Feyenoord, dans les chiffres avancés, Igor Paixão sont excellents. Je suis trop hypé de le voir en Ligue 1. Lui et Ordóñez, j'entends parler un petit peu de, par exemple, Ryan Flamingo
aussi. Je ne sais pas si c'était lui ou Ordonez, mais le fait que l'Olympique de Marseille soit sur ces pistes-là, je kiffe à mort. J'aimerais que mon club soit comme ça. J'aimerais qu'on soit dans la position où les noms qui traînent, c'est pas Jao, c'est Ordonez, c'est Flamingo. Kiffant. Et après, ils ont fait Facundo Medina, Angel Gomez, qui a pas fait une bonne saison à Lille saison dernière, des blessures, très peu jouées, mais ils l'ont pris libre. Ok, CJ Egan-Riley, qui apparemment a fait un bon match contre Valence en prépa. Tout ça, c'est cool. Il y a la rumeur Mario Struikens, par exemple. Bon, ça, c'était un truc d'il y a 8 jours. Je sais pas si ça va véritablement donner quelque chose. Mais associé à ces dossiers-là, mis sur ces pistes-là, je trouve que c'est très très cool pour Marseille. Et même s'il a pris un petit peu de temps à s'emballer leur mercato dans le sens des arrivées, là, les noms qui sont à gauche à droite, moi je serais assez emballé. Et Oback en plus, il est de retour. Aubameyang, la belle histoire. Et la belle histoire pour un gars qui, déjà, a rendu des bons services à Marseille, qu'il a pris libre, vendu 9 millions un an plus tard, et le reprend libre aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a eu des trop grosses primes à la signature, mais celle-là, déjà, économiquement, ça ressemble à des bonnes opérations. Et en plus, sa saison 23-24 à Marseille, évidemment, 30 buts, 11 passes D, toutes compétitions confondues. Et même en Saudi Pro League, il a planté 21 buts, je ne sais pas ce que ça donne, mais je pense pas qu'il soit totalement fini, totalement mort. Je pense qu'il a des choses à apporter. Et en plus, il a des grosses ambitions cette saison, parce que le Gabon fait un superbe parcours de qualification Coupe du Monde. 6 matchs, 5 victoires, ils ont 15 points. Ils seront peut-être pas devant la Côte d'Ivoire à la fin, mais les 4 meilleurs deuxièmes, quand on sait en plus c'est une Coupe du Monde à 48, les 4 meilleurs deuxièmes de la zone Afrique se jouent dans un petit tournoi pour choper une place en plus. Le Gabon, pour l'instant, est littéralement le meilleur deuxième. Le Gabon a jamais participé à une Coupe du Monde de son histoire. Ils auront de l'adversité en face pour aller la chercher s'ils finissent pas à la première place. Mais bon, c'est un beau rêve et c'est un bel objectif. Le Gabon est aussi à la CAN, par exemple. Donc, très très grosse année pour le Gabon, très grosse année pour Aubameyang et peut-être très grosse année pour l'Olympique de Marseille. Enfin, à la première place, et pour moi, c'est assez évident, mais l'Atlético de Madrid, on se crame souvent un petit peu sur l'Atleti, s'emballer un petit peu sur l'été en mode « Waouh, ok, peut-être ils sont en train enfin de faire leur mue, peut-être que la chrysalide devient enfin papillon, peut-être que... » Bon, ça on connaît, on a déjà beaucoup vécu ça avec l'Atlético, mais là, peut-être que c'est vraiment le cas. L'année dernière, déjà, ils ont fait Julián Alvarez, c'était super cool, et cet été, ils se sont séparés de Saúl Ñíguez, de Rodrigo de Paul, d'Andrel Correa, de Reinildo, de Thomas Lemar, Axel Witsel, César Azpilicueta aussi, fin de contrat. Beaucoup de monde est parti. Et ils ont fait des recrues méga intéressantes. Je veux dire, juste, on peut commencer par Alex Baena, qu'ils ont pris 42 millions à Villarreal, mais je crois qu'il les vaut. Quel joueur! Alex Baena, qui a fait encore une saison 7 buts plus 10 passes D en Liga, mais sur les 3 dernières saisons avec Villarreal, c'est 24 buts, 31 passes, pour un petit ailier gauche / milieu offensif, droitier, joueur de half space, qui est dévastateur dans cette zone. Entre les lignes, un petit délice de créativité. Les chiffres avancés pour Alex Baena, je crois ils disent ce qu'ils disent. 97e centile en portée progressive, 87e centile en passe progressive reçue, 99 en tout, tir, but, XA, XG. Vrai bon joueur offensif. Il prend le numéro 10. Le boost de créativité que fait l'Atlético Madrid avec Alex Baena est top. Mais ils ont fait aussi Thiago Almada. Pas tout à fait Alex Baena, mais peut apporter des choses dans le dernier tiers. Bon, de Botafogo, entre guillemets. Okay. Malheureusement, j'aurais bien aimé garder Thiago Almada. Je pense qu'il va être pas mal à l'Atleti. Son flair, son agressivité. Il y a eu Johnny Cardoso que je connais pas super bien, Matteo Ruggeri, Marc Poubil, Santiago Mourinho, quelques petites prises ici et là. Mais j'aime beaucoup David Hansco. Alors, peut-être il est resté un an de trop au Feyenoord, mais pré-Euro 2024, pour moi, c'était un des défenseurs centraux les plus intéressants en dehors des 5 championnats majeurs. Il fallait vraiment que quelqu'un aille sur lui. Je suis très content pour l'Atlético Madrid et pour lui que ce move se fasse. Et je vois aussi, par exemple, sur les rumeurs de transfert, je sais pas, Renato Vega, oui, immédiatement oui. Vous connaissez mon avis sur Renato Vega, si l'Atleti fait en plus Renato Vega, c'est un grand oui. Javi Guerra, qu'on mettait l'autre jour dans notre mercato idéal du Paris Saint-Germain, oui, c'est un grand oui aussi.
Qu'est-ce que j'ai vu un petit peu plus haut? Ademola Lookman. Ademola Lookman, c'est oui aussi. Marc Casado, bon, ça c'est peut-être juste une rumeur, ce serait oui aussi pour moi. Et surtout, Enzo Mio, et là je crois que c'est plus qu'une rumeur, je crois que c'est très très proche de se faire, pour apparemment sa clause libératoire, Enzo Mio qui est genre 20 millions. Je vais le dire tout de suite, si Enzo Mio part pour 20 millions à l'Atlético Madrid, c'est un des moves de l'été. C'est un des styles complets de l'été. 20 millions pour ce joueur-là. Et du coup, dans cet Atlético Madrid, d'Alex Baena, de Thiago Almada, d'Antoine Griezmann qui est toujours là, on va voir ce qu'il est capable de donner sur une saison supplémentaire, la saison de ses 35 ans. Julian Alvarez, quel joueur, mais même, je sais pas, le fils du Cholo, le Cholito, j'ai vraiment kiffé la saison dernière. Ils ont beaucoup de joueurs cool, mais là, ils ont fait un boost de créativité et enfin, peut-être, peut devenir papillon. C'était une équipe très âgée, bien sûr, la deuxième la plus âgée de Champions derrière l'Inter. Le déclin physique, il y a l'âge, mais on l'a vu aussi à la Coupe du Monde des clubs contre le Paris Saint-Germain, par exemple, où ils se sont fait gifler. Ils n'avaient pas du tout l'intensité nécessaire, l'énergie nécessaire pour finir ce match. Ils ont challengé pour le titre l'année dernière en Espagne. Est-ce qu'ils peuvent le faire là? On ne peut pas encore vraiment dessiner de 11 pour l'instant. On ne va pas juger des tableaux qui ne sont qu'à moitié peints, mais ces 5 équipes m'intéressent. Bon week-end les potes, et on se dit à très vite. Bisous.